parmi elles Fanny Lederlin. Fanny, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante de philosophie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de l'ouvrage Les dépossédés de l'open space et puis autrice aussi de quelques tribunes récemment contre le télétravail, dans Libération, dans Le Monde, plus récemment. Fanny, je disais, la ligne de miel est terminée. Pourtant, pendant 4 mois, c'était sur toutes les bouches, le télétravail, c'était formidable. Qu'est-ce qui se passe là ? J'ai pas du tout l'impression que la lune de miel soit terminée. D'accord. J'entends pas tellement ces voix s'élever. Vous avez cité ce chiffre des 85% de travailleurs qui plébiscitent le télétravail. Et avec cette crainte d'une recrudescence de l'épidémie, le port du masque obligatoire en entreprise, j'ai l'impression au contraire que le télétravail reste une solution aujourd'hui, déjà sur l'aspect sanitaire privilégié, et reste un désir très fort de la part des salariés. Je parlais des collaborateurs, mais quand on s'intéresse aux entreprises, il y en a qui sont quand même de plus en plus réfractaires. Elles rapatrient leurs troupes. Revenez chez nous. Voilà, revenez. Alors, il y a plusieurs mouvements. D'abord, il y a une réflexion, tout simplement, une ouverture, une réflexion qui est faite sur le télétravail. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul pour l'instant, 4 mois seulement. Les 2 mois de confinement qui étaient des mois un peu particuliers, où je pense que l'expérience du télétravail qui a été menée était une expérience assez, je dirais, hors norme. Oui, ce n'est pas du télétravail, hein. Rappelons-le, le cadre, c'était du télétravail forcé, du 100% remote même. Du 100% remote, voilà, ce qui ne sera pas sans doute le cas du télétravail. Avec un mélange vie privée, vie professionnelle en plus, hein, tout se mélangeait. Absolument, les enfants à la maison, les écoles qui étaient fermées, donc ça rendait les choses très compliquées. Néanmoins, même dans ces conditions, parce que les études qui ont été menées, elles ont été faites à la sortie du confinement, il y a plutôt un avis favorable, j'insiste. Vous tordez le cou à l'idée que... Je vais vous expliquer pourquoi je tords le cou. C'est pas sur l'expérience que je me fonds, parce que si on se pose simplement sur du point de vue du bien-être, de la qualité de vie perçue, etc., il y a une avancée très claire de la part du télétravail. Le fait de ne pas avoir besoin de prendre des transports surchargés pour aller travailler, le fait d'être confortable chez soi, de pouvoir s'interrompre de temps en temps et faire autre chose que travailler, jardiner, regarder une série, que sais-je. Tout ça, ce sont des avancées. Des temps pour soi qu'on n'a pas dans l'entreprise. Des temps pour soi, absolument. Moi, mon cadre de réflexion, il est le suivant. Je considère que le travail n'est pas simplement une nécessité vitale, qui n'est pas simplement une façon de gagner sa vie de la façon la plus confortable possible, mais qu'il façonne notre condition humaine. Le travail, c'est la modalité d'agir par laquelle nous entrons en rapport avec la nature, avec les autres, avec nous-mêmes et accessoirement avec le monde. Donc, il y a un enjeu qui, pour moi, est existentiel et même politique, j'ose le terme, et c'est en fonction de ça que je m'interroge sur le télétravail. Et ce que j'identifie, c'est que le télétravail accélère des mutations que j'avais identifiées. Que vous évoquez dans le monde. La plateformisation fait qu'on va finalement envoyer les emplois, ces emplois de télétravail ailleurs. On peut les faire ailleurs. Au Maghreb, en Asie. Il y a un premier problème. Vraiment, ça pose un problème de dumping social. Mais bien sûr. C'est-à-dire que de la même manière que la mondialisation a permis d'externaliser l'industrie dans des pays moins coûtants. Et on le vit là depuis 2 jours. De travail. De la même manière, on va pouvoir externaliser les services. Et c'est sans doute la raison. Et d'ailleurs, c'est assumé pour laquelle Facebook et Twitter ont annoncé qu'ils allaient le généraliser. Ça, c'est un premier sujet. Mais si on continue votre réflexion sociétale, qui m'intéresse beaucoup, sur le fait que le télétravail, par l'isolement qu'il suppose, conduit à une atomisation du travailleur, donc à une rupture du lien social que l'entreprise avait pour habitude de solidifier. C'est ça que vous voulez dire. C'était pas l'entreprise qui avait l'habitude, en tout cas, le lieu de travail était un lieu de socialisation. C'est essentiel. Un lieu de socialisation où effectivement on fait quelque chose en commun, on participe à un projet collectif, mais aussi accessoirement, on mène des actions collectives, pourquoi pas des luttes. Il y avait toute une dimension aussi politique qui est essentielle à la syndicale, politique. À la vie en société. Ce que j'identifie, je suis absolument pas la seule, Danielle Linhart, qui est une sociologue que je cite beaucoup dans le livre, Pascal Diby aussi, l'auteur d'Ethnologie du bureau, qui dans l'IB faisait exactement le même constat que vous. Tout à fait. Depuis une quarantaine d'années, on va dire depuis les années 80, il y a un mouvement managérial très clair, très identifié, qui constitue à défaire les solidarités de groupe. On individualise. Individualiser les rapports managériaux. Ça passe par l'individualisation, par exemple, de la négociation salariale. Mais pas que. Tout un tas de systèmes, de méthodes managériales qui consistent à
faire croire aux travailleurs qu'ils sont des individus en concurrence les uns avec les autres et qu'ils n'ont pas... C'est ça le danger. Voilà. Je souligne votre point, c'est pas nouveau. L'ouvrage de Daniel Linhart intitulé Travailler sans les autres, c'est 2009. Donc il y a 10 ans. On accélère selon vous le processus avec le Covid? Je pense que, alors voilà, avec le Covid et le télétravail, en fait, s'inscrit complètement dans... Et c'est pour ça aussi qu'on a pu si bien télétravailler. C'est aussi la raison pour laquelle on s'est retrouvé chez soi et qu'on a pu très bien continuer notre job parce qu'en fait, à mon avis, on télétravaillait déjà dans nos open space, chacun les uns à côté des autres, avec de moins en moins de liens. Excusez-moi, Fanny, mais si on revient dans le cadre de l'entreprise, qu'est-ce que ça provoque? Daniel Linhart parle de quête de reconnaissance individuelle, de repli narcissique sur le collaborateur. Qu'est-ce que ça suppose aussi pour les managers, les CEO qui ont leurs collaborateurs maintenant en télétravail, qui se posent des questions? On est parti en psychanalyse là, on a quitté la philosophie, c'est intéressant. Oui, non, mais là, pour juste concrètement, voilà, pour les CEO et les RH qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire ce qui se passe? Moi, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Je vais essayer d'être très pragmatique et d'évoquer ceux que j'ai en tête là pour l'instant. Il y a un premier problème, effectivement, on s'adresse à des DRH ou des dirigeants d'entreprise, c'est comment on maintient la culture d'entreprise, comment on maintient le projet commun. Ça va être un premier sujet. Et c'est pas simplement en écrivant des chartes ou en définissant des purposes qu'on y arrivera. Il faut qu'à un moment donné, les gens puissent se réunir et savoir pourquoi ils sont là tous ensemble. Ça, c'est le premier sujet. Sachant que la culture d'entreprise est quand même un actif immatériel qui est valorisé vraiment de façon tangible dans l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est comment on va mesurer la performance, je dirais, des travailleurs. Il est indéniable que les télétravailleurs travaillent beaucoup chez eux. Ça, c'est sûr. Le temps passé, l'activité... Les études l'ont montré, une très bonne productivité. Mais alors, est-ce productif? Je pense que là, pour le coup, il y a certainement des études qui vont devoir être menées pour le vérifier. Et l'autre sujet, pour moi, qui me tient à cœur, c'est la question des transferts de compétences et de la formation des jeunes travailleurs. Comment voulez-vous qu'un jeune qui arrive en entreprise, qui a 22 ans, qui sort juste de l'école, puisse être formé, bénéficier de l'expérience des seniors s'il est chez lui? Vous savez très bien que quand on est en entreprise, qu'on a un problème, on appelle quelqu'un, même pas forcément d'ailleurs son supérieur. Viens m'aider, j'ai une galère. Viens m'aider, hop, il nous aide sur l'épaule devant l'ordinateur et les choses se font comme ça. C'est la transmission, effectivement, sans compter au fil de l'eau. tous les rapports informels qui contribuent aussi à la formation du travailleur. Donc il y a un vrai sujet de transmission de savoir. Je sais que vous délimitez un cadre de réflexion, vous n'êtes pas là pour nous donner clé en main l'organisation du futur de travail, mais la boule de cristal du travail. S'il y avait un mode d'organisation sur lequel vous retrouverez, ou en tout cas on retrouverait votre analyse, qu'est-ce que serait? Est-ce que le télétravail 2 jours par semaine, ça a une forme hybride? Hybride, c'est ça. Ce qui est certain, c'est que pour le coup, je pense que le full remote est vraiment un danger majeur et qu'effectivement, il faut privilégier un télétravail à temps partiel. Oui, peut-être 2 jours par semaine. La question pour l'organisation, ça va être de savoir si c'est le travailleur qui décide de son jour de télétravail, parce que si c'est le cas, il est évident qu'il n'y aura plus aucun jour où tous les travailleurs seront là, et dans ce cas-là, il n'y aura plus de réunion collective. On sera toujours obligé d'allumer un Zoom pour ouvrir, pour que tout le monde puisse participer, et donc ça va considérablement changer les relations, et qu'en fait le télétravail il sera toujours présent, même si c'est à temps partiel. Est-ce que la partition, Fanny Lederlin, elle n'est pas aussi entre ceux qui considèrent que nous sommes toujours dans l'ancien monde et qui sont réfractaires à cette nouvelle culture du télétravail, ce que ça suppose en termes de liberté aussi, parce que vous l'avez dit au début, il y a quand même des avantages, et ceux qui sont déjà dans le monde d'après. Les anciens et les modernes. Sans parler des plateformes comme Twitter, Facebook, qui ont déjà fait le 100% remote, mais qui disent, voilà, le télétravail quand même s'accompagne d'une liberté. Et s'accompagne d'un confort, s'il est bien mis en pratique, qui peut être libérateur pour le salarié. Déjà, moi, je ne m'inscris pas du tout dans cette rhétorique de l'ancien et du nouveau monde, parce que c'est rhétorique et que c'est une manière de ringardiser, évidemment, ceux qui seraient partisans de modalités plus anciennes de travail. Donc, premier point. Et la question qui doit être posée, c'est quelle liberté? C'est toujours le même sujet. De la même manière que on a ces valeurs du management contemporain qui vont vers plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus d'agilité. À chaque fois, ce sont des mots qui sonnent bien à l'oreille. Qu'est-ce que ça recouvre derrière? Quand on parle de travail indépendant, si c'est pour être chauffeur Uber et avoir besoin de se battre pour avoir des droits qui sont les droits des salariés communs. Le dumping, l'externalisation du travail. Absolument. Qu'est-ce que recouvre cette liberté? Et donc la précarisation. Et absolument. C'est ça le vrai risque à terme. Tout à fait. Donc moi, je n'ai pas de solution toute faite. J'espère simplement qu'on puisse maintenant se poser des questions, ouvrir le débat et pas se ruer dans le télétravail parce que c'est une innovation et que c'est bien en soi. J'espère qu'on l'a fait. Passionnant, Fanny Lederlin, doctorante en philosophie, puis ce livre, Les dépossédés de l'open space, et puis des tribunes à lire qui sont évidemment en ligne, puisque grâce au numérique, on peut vous lire.